patience. Donc effectivement, on est sur un webinaire qui va être potentiellement rediffusé et qui est destiné en particulier à présenter à un public d'étudiants, de doctorants, de jeunes docteurs, de chercheurs, les possibilités d'appui dans leurs intérêts et leurs goûts entrepreneuriaux. Et du coup, pour ce webinaire, la proposition faite par l'ICE, et par Olga en particulier, que je remercie d'avoir organisé les interventions, est de permettre tout d'abord aux pépites de se présenter, donc notamment le pépite PACA-Est avec Nelly Fourret-Farrugia et Jean-Luc Tolosan pour le pépite Provence, donc du coup les pépites couvrent toute la région. Ensuite, Auréa Coffignon nous parlera de l'outil CoFond qui est destiné en particulier à soutenir des thèses qui sont orientées vers l'entrepreneuriat. Daria Matignon de la SAT nous parlera des interventions de la SAT et en particulier sur les phases de maturation et notamment en lien avec un concours qui est en fait une partie des concours du ministère de la Recherche qui s'appelle iPhD. On aura par la suite l'intervention de Vincent Fontalba qui s'occupe de l'IDEX, qui fait partie des personnes qui travaillent dans la partie innovation de l'IDEX à l'Université Côte d'Azur, qui nous parlera en particulier donc, de l'appel à projet Startup Deep Tech et des autres outils liés à l'innovation. J'aurai moi-même le plaisir d'intervenir pour présenter rapidement l'incubateur et le concours ILAB, qui est donc une seconde partie des concours organisés par le ministère de la Recherche. Et donc, c'est Ahmed Kassem, qui est un des deux cofondateurs de Pionesis, non pas Sabri Takali, qui nous a fait l'amitié de venir pour faire un retour d'expérience sur ces différents dispositifs, puisque vous êtes passé dans plusieurs de ces dispositifs-là, y compris ILAB, et également Maëva Dufy, qui est la présidente de Roca Therapeutics, qui pourra témoigner également de son expérience du recours à ces différents outils et dispositifs. Donc, je me présente, donc, je suis Olga Papillon, je suis directrice opérationnelle du Innovation Center for Entrepreneurship de l'Université Côte d'Azur. Donc, notre centre, justement, soutient la mission entrepreneuriale des chercheurs. On met en place donc, toutes les informations nécessaires. On les dirige justement vers les dispositifs d'aide. Je veux dire, on redirige les chercheurs qui souhaitent avoir un peu plus d'informations vers les autres partenaires et les centres qui, justement, peuvent les accompagner, comme justement l'incubateur, comme la SAT, comme les dispositifs d'aide au sein de l'Université Côte d'Azur, donc les programmes d'innovation et de soutien de thèse. On organise aussi les programmes de formation, parmi lesquels je mentionnerai les deux principales. Donc, c'est le DU Deep Tech. C'est un diplôme universitaire qui permet justement aux chercheurs, aux doctorants d'acquérir les compétences entrepreneuriales et ensuite de les appliquer à leurs projets, peut-être personnels. Il y a un autre programme qui s'appelle HTE, High Tech Entrepreneurship, que notre centre développe ensemble avec l'Institut italien de technologie, où les doctorants peuvent travailler sur les technologies innovantes existantes et développer des vraies opportunités entrepreneuriales à partir de ces technologies. Donc voilà, donc c'est un autre programme qu'on propose justement aux doctorants. Ensuite, on a aussi des hackathons qui permettent un petit peu de travailler en équipe sur certaines idées, de sortir un projet qui peut pitcher à la fin. On a un autre événement phare qui va avoir lieu le 25 novembre, c'est le Deep Tech Tour et l'inauguration du centre ICE, et on invite tous les doctorants de nous rejoindre ce jour-là. Voilà, et donc après on organise des ateliers thématiques, les after-work,
on met tout en place justement pour permettre aux doctorants et aux jeunes chercheurs pour comprendre quel est le parcours entrepreneurial au sein de l'Université Côte d'Azur. Et donc, justement, Pipit PACA Est fait partie intégrante de AIS. Et je donne la parole à Nelly Fouret, qui est coordinatrice justement de Pipit PACA Est, pour présenter ce dispositif. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, donc, pour poursuivre ce que disait Olga, donc, le PEPIT, en fait, c'est un dispositif qui a été initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en 2014. Et en fait, nous sommes répartis sur tout le territoire français. Donc, nous, avec l'Université de Toulon, on représente le PEPIT PACA Est. Et notre mission, c'est de renforcer en fait la culture entrepreneuriale, de favoriser l'esprit d'entreprendre auprès des étudiants, mais aussi l'innovation et la créativité. Pour ça, on utilise 3 moyens différents, la sensibilisation, la formation et l'accompagnement. Donc, nous, on va aussi servir donc à mettre en relation les étudiants qui ont des jeunes entreprises avec des structures qui vont pouvoir les accompagner, ou éventuellement les financer. Ensuite, donc pour ça, donc nous, pour favoriser tout ça, on a également créé un diplôme qui est le D2E, donc le diplôme de l'étudiant entrepreneur. Également, il existe donc le statut, le SNEE, le statut national de l'étudiant entrepreneur. Peut-être que je peux vous expliquer comment est-ce qu'on obtient ce statut qui est indispensable justement pour pouvoir s'inscrire au fameux D2E. Donc en fait, pour obtenir le statut, il y a une candidature qui se fait en ligne. Ensuite, nous sélectionnons les dossiers et vous passez devant un comité d'attribution du statut pour justement pouvoir déterminer si votre projet correspond à l'esprit d'entreprise. Des comités d'attribution, il y en a régulièrement, il y en a à peu près tous les 2 mois par an. Le prochain, alors le dernier, c'est trop tard, il a lieu bientôt, mais les candidatures sont terminées. Le prochain aura lieu en décembre et il y en aura un autre mi-janvier. Je vous donnerai les coordonnées de mon collaborateur Nicolas Bruno, puisque c'est lui qui coordonne tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le PEPIT? Olga, dis-moi si j'oublie quelque chose. Je pense que tu as déjà bien décrit ce qu'on fait, effectivement. En tout cas, on accueille toujours volontiers tous les doctorants de l'université, déjà pour apprendre à les connaître, voir leurs projets, pour expliquer un petit peu comment ils peuvent les réaliser et quel dispositif d'aide serait plus adéquat en fait, par rapport à leur ambition. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser donc effectivement que nous, nos locaux, ils sont à l'espace Vernassa, donc sur le campus de Saint-Jean-d'Angély. C'est ce qu'on appelle notre lieu totem. Et on en a d'ailleurs un deuxième, c'est la pépinière de Carlonne. Donc, ce sont 2 espaces de coworking sur lesquels vous pouvez venir. Tous les étudiants entrepreneurs peuvent venir travailler en autonomie ou avec nous s'ils ont besoin d'aide. Et en plus, sur la pépinière de Carlonne, on propose des locaux. On propose des bureaux qui sont alloués pour les étudiants entrepreneurs qui ont des projets et qui ont besoin de locaux et de bureaux. Oui, je voudrais aussi ajouter que justement, on voudrait bien renforcer cette communauté entrepreneuriale de l'Université Côte d'Azur et permettre les rencontres entre les étudiants, les doctorants et les porteurs des projets, justement pour renforcer les liens et peut-être il y a de nouveaux projets qui vont apparaître parce que des fois, il y a certains doctorants qui souhaitent entreprendre mais ils n'ont pas de projets concrets, donc ils peuvent peut-être rejoindre les projets des autres, donc ça c'est possible. Après, il existe aussi des projets orphelins dans ce qu'on dit, donc les projets de recherche qui souhaitent avoir un entrepreneur qui pouvait le porter, mais qui ne le trouve pas. Donc, c'est quelque chose, c'est une autre option qui s'offre aux doctorants qui souhaitent se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Olga, j'ai une petite question. Du coup, ce serait à partir de quelle période de la thèse du doctorant?
qui pourraient se lancer dans ce type d'activité? En fait, tu sais, ça dépend de quel type d'entrepreneuriat qu'on parle, parce que si ça concerne vraiment la thèse du doctorant, je pense que c'est une fois que donc, le projet il est assez mature pour pouvoir concrétiser avec un MPV, en fait, un minimum viable product, donc avec un produit qu'ils peuvent déjà offrir au marché. Mais en réalité, donc déjà, dans le programme que tu viens de présenter, donc ça permet justement de retravailler un petit peu leur thèse, d'arriver à une maturation. Donc ensuite, il y a d'autres dispositifs d'aide qui peuvent leur permettre d'arriver à une étape plus avancée de développement de leur projet, de leurs produits. En tout cas, nous, on peut les accompagner comment dire, sur toute la durée. Donc, quelque part, c'est justement ça l'objectif de notre centre, d'accueillir tous ceux qui désirent d'entreprendre, que ce soit sur leur thèse ou sur d'autres projets. Parce qu'on constate que parmi les doctorants, il y en a plusieurs qui en fait, qui se lancent dans les projets qui ne sont pas forcément connectés avec leur thèse. Donc ça existe aussi. Donc on veut donner justement toutes les chances à tous pour réussir. Peut-être juste une question pour Nelly. Comment on contacte le Pépite? Alors, on a une adresse générique où on reçoit nous tous les mails. Et ensuite, sinon, le contact direct du Pépite, c'est Nicolas. C'est Nicolas, hop, je vous mets son adresse dans le chat. Hop, Nicolas Bruno. Donc c'est mon collaborateur qui, lui, est en charge, donc c'est le responsable pédagogique du Pépite. Donc c'est lui qui s'occupe de tous les diplômes, le D2E, le DeepTech, etc. Et c'est lui également qui, pour l'instant, a le flambeau des premiers accompagnements chez Pépite. Et ce sera votre interlocuteur principal. Merci. Je ne sais pas si éventuellement les autres participants avaient d'autres questions sur le Pépite PACA-Est. Sinon, je propose de passer la parole à Jean-Luc Tolozan, qui est avec nous au titre du Pépite Provence. Merci beaucoup. Donc, je suis Jean-Luc Tolozan, effectivement, chargé de mission de l'Université d'Aix-Marseille pour l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais vous donner peut-être quelques points de complément par rapport à ce qu'a déjà très bien présenté Nelly tout à l'heure sur les pépites. Donc, nous sommes le deuxième pôle pépite sur la région sud PACA-Est et donc Pépite Provence du côté de Marseille, avec sur le site de Marseille et d'Aix-en-Provence 5 personnes à temps plein et 2 espaces de coworking, un sur Aix, un sur Marseille, puisque nous avons ces 2 grandes implantations au niveau de notre Pépite Provence. Alors, peut-être effectivement la constitution de Pépite Provence, c'est l'Université d'Aix-Marseille, l'Université d'Avignon, et puis le rectorat qui suit l'activité de toutes les pépites dans chacune des régions. Et c'est 33 pépites sur les quelques 70 universités françaises. Et puis Centrale Marseille, Sciences Po Aix, l'École des mines de Saint-Étienne avec son campus de Gardanne, c'est pas très loin d'Aix-en-Provence, et l'implantation sud du réseau Arts et Métiers. Alors, ce qu'on fait effectivement, et Nelly l'a très bien présenté, c'est permettre de sensibiliser les jeunes qui le souhaitent, les jeunes chercheurs, les jeunes doctorants, les chercheurs, les jeunes docteurs également, à une voie possible pour leur parcours personnel qui pourrait être l'entrepreneuriat. Ensuite, les accompagner et les former aux compétences clés ou aux fondamentaux de l'entreprise, parce qu'avoir une idée, c'est bien, mais être accompagné, c'est beaucoup mieux pour réussir son projet. Et puis, pour les projets qui sont les plus mûrs, les aider à se lancer, voire les accompagner jusqu'à la création de leur entreprise et un petit peu après, ce qu'on appelle la post-création. Donc, au niveau des statut national d'étudiant entrepreneur, donc Nelly l'a bien présenté, nous avons un diplôme universitaire d'étudiant entrepreneur qui est porté par l'Université d'Aix-Marseille, qui est également porté par l'Université d'Avignon, avec une antenne sur Avignon. Et derrière, 3 parcours selon qu'on est en sensibilisation, en accompagnement
ou en accompagnement de la création d'entreprise, des partenariats privilégiés, et puis alors quelque chose qui est important pour les gens qui sont passés par les pépites, l'appartenance à la communauté des pépites, parce que derrière, effectivement, il y a des alumni, il y a des entreprises qui ont été créées, et c'est un réseau qui échange beaucoup en termes d'information. Un autre point peut-être que je pourrais ajouter, c'est quelques exemples de mise en situation pour les porteurs de projets, avec la possibilité de passer une journée complète avec un chef d'entreprise et derrière de faire un petit feedback et une soirée de restitution pour que ça bénéficie à tous les porteurs de projets qui sont dans Pépite. Un autre événement important pour nous, c'est ce qu'on appelle les 36 heures chrono, qui se déroulent pendant 36 heures intégralement à l'intérieur de l'hôtel de Région Sud, à Marseille, avec des équipes mixtes, pluridisciplinaires, qui développent pendant 36 heures non-stop un projet de création d'entreprise et qui pitch devant un jury professionnel à la fin de ces 36 heures de préparation. Voilà, ça c'est quelques exemples effectivement de ce qu'on peut faire. De la même façon, certains industriels arrivent ou institutions arrivent avec des propositions de projets. Par exemple, en 2021, pendant une journée, 2 fois 8 heures, on a organisé les idées fricheurs et le Crous nous avait demandé de lui porter des réponses sur ce que serait la vie d'un étudiant en 2040, avec une petite vidéo de 3 minutes à la clé qui serait examinée par un jury. Voilà, donc des mises en situation très pratiques des porteurs de projets pour qu'ils apprennent aussi par cette expérience-là. En plus, comme ça a été souligné tout à l'heure par Olga et par Nelly, une unité qui s'appelle Esprit d'entreprendre chez nous de 11 séances qui se font en général tard le soir ou le samedi, donc des étudiants très motivés par un parcours potentiel de futurs chefs d'entreprise et à l'issue desquels on fait un petit pitch de présentation de projet devant un jury final. Voilà, quelques exemples de ce qu'on peut faire du côté de Pépite Provence. C'est la même chose, vous avez vu, dans un environnement géographique un tout petit peu différent de ce qui se fait du côté de Pépite PACA-Est. Alors, une adresse générique, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est pépite-provence@univ-amu.fr et puis le site internet directement de Pépite Provence pour arriver à contacter les équipes de Pépite Provence. Alors, peut-être pour vous donner quelques idées aussi sur les chiffres. Les chiffres du côté de Pépite Provence, par an, c'est 15 000, 18 000 étudiants qui sont sensibilisés à l'entrepreneuriat. Et donc, on a aussi des jeunes chercheurs, on a également des doctorants, des jeunes docteurs, mais également des étudiants qui sont un peu avant dans leur cursus, jusqu'à Bac+5. C'est plus de 2800 étudiants qui suivent un module spécifique sur l'entrepreneuriat. Et puis, un des autres rôles des pôles Pépites, c'est de créer, d'accompagner donc les porteurs de projets jusqu'à la post-création d'entreprise. Depuis 2015, du côté de Pépite Provence, c'est 80 entreprises créées, 49 toujours en activité 4 ou 5 ans après, 80 emplois créés, donc vous voyez plus que les porteurs de projets eux-mêmes, et 12 millions d'euros de financement qui ont été levés. Alors, dernier petit point sur lequel je voudrais insister un petit peu aussi, c'est pourquoi Pépite PACA-Est et Pépite Provence ensemble sur ce webinaire. C'est parce que les pôles Pépites, surtout au sein de la même région, doivent aussi travailler en synergie. Et le webinaire d'aujourd'hui est le premier exemple de cette synergie. Il y en aura d'autres, des remises communes de diplômes d'étudiants entrepreneurs, des business games, des choses comme ça à venir sur fin d'année et surtout l'année 2022. Également, la problématique, comme vous l'avez souligné dans vos présentations, des doctorants, des jeunes docteurs, des encadrants, parce que on s'est rendu compte que finalement, beaucoup de doctorants n'auront pas comme métier futur d'être enseignants-chercheurs, mais seront employés dans d'autres domaines professionnels. Et nous avons constitué un comité de réflexion sur les doctorants, les jeunes docteurs et les encadrants enseignants-chercheurs et écoles doctorales pour se rapprocher des doctorants, des jeunes docteurs
et leur ouvrir d'autres potentialités de parcours professionnel, dont l'entrepreneuriat. Enfin, et je finirai par ça, dans les actions communes entre les deux pôles pépites de la région sud, vous avez aussi la construction de l'Observatoire régional de l'entrepreneuriat qui a démarré cette année et qui a pour but de rassembler toutes les données locales sur l'entrepreneuriat étudiant, mais également à partir de ces données, d'établir un diagnostic pour notre région Sud-PACA et d'établir un dialogue avec les collectivités territoriales qui nous soutiennent dans le fonctionnement de nos deux pépites. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci également d'avoir souligné l'intérêt de cette intervention conjointe des pépites sur l'ensemble du territoire de la région. Je pense que c'est maintenant à Auréa Coffignon d'intervenir et de présenter le dispositif COFUN. Merci Laurent. Alors effectivement, je vais vous parler du programme COFUN, qui est issu en fait au départ d'un partenariat entre l'Université Côte d'Azur et la région, qui souhaitait en fait développer un programme doctoral qui permettrait aux jeunes docteurs, une fois diplômés, de pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Parce qu'effectivement, et Jean-Luc l'a bien souligné, c'est tout domaine confondu, les chiffres que j'ai, c'est moins de 10% des jeunes docteurs qui auront accès à long terme à un poste permanent dans la recherche académique. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils ne souhaitent pas devenir des enseignants-chercheurs, mais c'est qu'il n'y a pas suffisamment de postes pour accueillir tout le monde. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous, ce chiffre. Moi, je trouve ça assez faible. Et c'est vrai que ça ne va pas en s'améliorant parce qu'on forme de plus en plus de jeunes docteurs, mais on n'augmente pas en proportion le nombre de postes dans la recherche académique. Et c'est pour ça qu'on est confronté à ces fuites de cerveau. Et la région a des besoins aussi de ces compétences des jeunes docteurs dans des domaines très spécifiques. Nous, dans le cadre du programme COFUN, on s'est intéressé à l'e-santé. Et donc, c'est vraiment en partant de ce constat, de cette problématique, qu'on s'est dit qu'il était essentiel de former et de préparer les doctorants en adéquation avec l'actuel marché du travail, parce qu'il a largement évolué ces dernières années et c'est important du coup de s'y adapter. Et les doctorants ne sont pas forcément formés pour ces différentes poursuites de carrière. En dehors du secteur académique, ils peuvent très bien poursuivre leur carrière dans le secteur industriel, dans les collectivités territoriales, les ONG. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui dans la création d'entreprises. Et afin de mieux les préparer à toutes ces possibilités de carrière, l'université a voulu expérimenter sur une quinzaine de doctorants des méthodes innovantes pour mieux les former, les accompagner et les préparer à la poursuite de carrière après l'obtention du doctorat. Donc, ce programme COFUN, c'est en fait un cofinancement entre l'Université Côte d'Azur, la région et aussi la Commission européenne, qui leur permet donc d'intégrer un programme Marie Curie. Donc, dans ce programme spécifiquement, l'université a conçu le parcours Créature Future, donc qui a été reconnu comme parcours d'excellence par la Commission européenne. Et en fait, les doctorants qui intègrent ce programme ont un encadrement plus poussé. C'est-à-dire qu'ils vont avoir deux superviseurs, un superviseur du secteur, donc les deux superviseurs du secteur académique, mais de deux disciplines différentes, donc ce qui permet d'intégrer de l'interdisciplinarité au projet de recherche. Ils vont aussi avoir un tuteur du secteur académique, mais d'une discipline encore différente, toujours pour intégrer de l'interdisciplinarité au projet de recherche, et également associer un mentor, cette fois du secteur non académique. Donc pour préparer justement le doctorant dans une optique de poursuite de carrière en dehors du secteur académique. Et le programme de formation est aussi beaucoup plus poussé, parce qu'habituellement, dans notre université, les doctorants ont 90 heures de formation, et dans ce programme, ils vont avoir 135 heures de formation, donc avec des blocs de compétences transversales et des soft skills, donc qui seront développés à travers différentes formations. Ça va être découpé en fait en 30 heures de formation disciplinaire, donc là spécifique de leur projet de recherche, vraiment en relation avec leur superviseur. Également 30 heures de formation transdisciplinaire. Donc là, on s'est intéressé au domaine de l'open science, qui est de plus en plus développé dans le milieu de la recherche. Donc sur l'open science, en fait, on a organisé un bootcamp où on va aborder les sujets d'open access, open data, data management, l'éthique et l'intégrité dans la recherche, et également le peer review. Donc ça, c'est vraiment pour la partie open science. Et on a effectivement tout un bloc sur l'entrepreneuriat,
où là, on travaille en fait en partenariat avec l'ICE. Donc récemment, on a contacté Olga et son équipe pour essayer de travailler sur une formation commune qui commencerait par des workshops en Deep Tech Entrepreneurship et d'associer cette formation Deep Tech avec un hackathon, donc un événement sur 2 jours qui permettrait aux doctorants de se réunir en équipe et de travailler sur des projets de création d'entreprise, toujours dans le domaine de l'e-santé. Donc, une autre formation aussi qu'on leur propose, c'est en lien avec le Sophia Summit, donc, qui est organisé par 3IA sur l'intelligence artificielle, qui leur permet là aussi d'avoir accès à certains projets d'entrepreneuriat en lien avec la e-santé. Donc, ce parcours, il intègre aussi 4 comités de suivi, ce qui est plus que le parcours habituel de nos doctorants. Et on les invite aussi à développer un plan de carrière pour identifier les objectifs et cibler les formations adaptées à leur plan de carrière. Donc, ce plan de carrière, évidemment, il est évolutif. C'est pas s'ils disent au départ, ils arrivent, ils nous disent qu'ils veulent faire, par exemple, créer une entreprise dans 3 ans. Ça peut évoluer avec le temps. Peut-être que ce ne sera pas forcément la solution la plus adaptée. Et inversement, on peut avoir un doctorant qui aura l'idée de continuer dans la recherche académique et qui finalement se rendra compte au cours de sa thèse qu'il y a une vraie opportunité de création d'entreprise. Et dans ce cas-là, on pourra avoir tous les dispositifs que vous présentez aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, nous, les projets en fait, de ce programme CoFound, ils ont vraiment été sélectionnés au départ pour leur potentiel de transfert de technologie. Donc, c'est pour ça qu'on les prépare aussi à toute cette formation entrepreneuriat. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec eux, les challenger sur des projets de création d'entreprise. Donc, c'est là que la formation avec l'ICE est vraiment pertinente. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent développer des compétences dans les domaines de la communication, du leadership, développer aussi leur créativité, les familiariser aussi avec la résolution de problèmes, le fait d'être résilient. Ça, c'est des compétences qui sont vraiment importantes, je pense, et les collègues ici présents pourront aussi en parler, pour la création d'entreprises. Et avec les formations actuelles, les formations de base, en fait, qu'on a l'habitude d'offrir dans les universités, ce n'est pas forcément toujours adapté à ce type de projet. Voilà, j'ai présenté un peu le programme. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce programme. Merci Auréa. Ce n'est pas une question, je voulais peut-être juste ajouter qu'il y a aussi une certaine similitude du parcours de doctorant, peut-être avec l'entrepreneuriat, sur certaines choses. C'est la définition du projet, la recherche de financement et d'autres compétences qui sont nécessaires dans leur volonté d'entreprendre. Ça peut s'acquérir. Donc justement, il y a des formations qui sont disponibles. Il y a plein de, je pense, d'aides qui peuvent... justement, qui peuvent les aider de renforcer ces compétences. C'est la seule chose que je vais ajouter. Merci. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Auréa, il me semble que vous aviez participé au programme Invent at UCA. Alors oui, j'avais au Demola, j'avais participé au programme Demola au moment où je faisais mon doctorat, tout à fait. C'est ça. Ça avait été une très belle expérience. Mais c'est voilà, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la créativité, la résolution de problèmes. Oui. Voilà, c'est vrai que nous, on avait un partenariat avec Demola pour travailler justement avec cette méthode de design thinking justement qui part d'un problème et qui va permettre de le résoudre. Pour information, voilà, on continue de faire ces programmes-là dans le cadre du ICE, alors plus avec Demola, mais avec le réseau Sugar, qui est un réseau international justement de design thinking. Et cette année, on continue. On a encore des cas où on sera en partenariat avec une entreprise et une autre université internationale. Donc, ça prend une autre dimension puisque du coup, on est avec d'autres étudiants de d'autres universités internationales. Et on est sur de la résolution de problèmes en méthode de design thinking, donc des méthodes un peu transversales, alternatives, et qui permettent de travailler effectivement toutes ces compétences, l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, l'esprit critique. Et c'est vrai que c'est très utile aussi. Et on est toujours content d'avoir des doctorants qui s'inscrivent dans ce genre de projet.
Et en continuation de ce qui vient de dire aussi Ria Nelly, je voulais aussi dire qu'il y a un autre programme qui s'appelle Startup Academy, qui est en fait un programme international de l'Université Côte d'Azur, effectivement, et qui permet, enfin, pendant une semaine, de retravailler sur les idées que les étudiants ou les doctorants peuvent avoir et justement de les préparer, de développer le business model de leur idée ou enfin, de concrétiser comment ils vont la promouvoir, de les préparer pour communiquer justement ce projet. Donc, à la fin du compte, il y a le pitch, le final pitch, où donc, ils vont présenter leur projet à un grand public. Voilà, donc ça, c'est encore un autre programme qui peut aider aux doctorants de se former, enfin, de former les compétences entrepreneuriales. Peut-être une question par rapport à qui peut s'inscrire dans ce programme. Est-ce que c'est pour des doctorants, éventuellement pour des jeunes docteurs, comme le statut national d'étudiant entrepreneur, ou juste pour des doctorants? Alors là, c'est vraiment un programme qui cible les doctorants. Et alors, avec le financement qu'on a eu, ça nous a permis de financer 15 projets doctoraux. Mais l'idée, en fait, c'est d'utiliser les nouvelles pratiques qu'on est en train de développer à travers ce programme pour aussi les ouvrir à l'ensemble des doctorants de l'université. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un label, en fait, Boost Your Carrière, où quand les doctorants s'engageraient à intégrer ce programme, ils auraient plus d'heures de formation, un encadrement plus poussé. Et en contrepartie, ils pourront recevoir ce label et bénéficier des formations que je vous ai présentées. Et du coup, très concrètement, comment on fait pour candidater, puisque du coup, vous avez retenu certains. Et ben, alors là, à ce jour, on a tous nos doctorants déjà qui ont intégré le programme. Donc, on travaille maintenant avec la gouvernance pour l'ouvrir à l'ensemble des doctorants de l'université. Donc, je pense que ce sera accessible probablement à partir de l'an prochain. Merci beaucoup, Auréa. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à Daria Matinon de la SAT. Merci beaucoup, Laurent. Encore une fois, bonjour à tous. Donc, je vais expliquer un petit peu, je représente la SAT Sud-Est, je vais expliquer un petit peu notre mode de fonctionnement, notre but, qu'est-ce qu'on fait. Et justement, ça nous permettra de faire le lien avec l'entrepreneuriat et surtout les jeunes chercheurs. Donc, la SAT, c'est Société d'accélération de transfert de technologie. C'est un dispositif national qui a été créé en 2012 et donc il y a 13 SAT aujourd'hui partout en France. Donc nous, on est dans le sud-est, on s'appelle SAT Sud-Est. On a une antenne à Nice et aussi une personne qui nous représente en Corse. Donc on couvre le territoire voilà, sud et Corse. Notre but, c'est valoriser la recherche publique de nos régions par transfert de technologie. Donc, le but, c'est réussir ce transfert, c'est-à-dire passer de l'invention qui se passe au sein des laboratoires et les amener à l'innovation, c'est-à-dire quelque chose qui est réellement intégré dans le paysage économique. Le modèle, il est assez simple et classique, donc c'est licensing, c'est-à-dire que on travaille exclusivement avec la recherche publique, donc avec les laboratoires qui se trouvent sur notre territoire et qui sont d'ailleurs nos actionnaires. Donc, on travaille avec Aix-Marseille Université, l'UCA, Toulon, Avignon, l'Université Pascal Paolet en Corse. Et donc, on a aussi, bien sûr, parmi nos actionnaires, il y a la BPI, il y a CNRS, il y a l'École centrale de Marseille, etc. Donc, on travaille avec tous les établissements publics de recherche publique de ce territoire. Donc, le but, c'est établir une sorte de passerelle entre les deux mondes, le monde de la recherche et le monde d'entrepreneuriat, le monde économique réel. Donc, il y a une grande prise de risque dans cette passerelle, donc c'est-à-dire la prise de risque au niveau où on investit beaucoup de temps, on peut investir de l'argent et on investit voilà, nos talents, notre activité. Donc, on est là aussi pour sécuriser ce parcours et rationaliser les étapes. Donc, comment ça se passe réellement et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots et ces ambitions? On travaille à partir des déclarations d'invention qu'on reçoit, c'est-à-dire innover aujourd'hui, c'est un peu aussi l'obligation des laboratoires de recherche publique qui sont justement financés par l'État. Et il y a un cadrage assez précis juridique qui oblige aussi les chercheurs et les jeunes chercheurs, peu importe leur âge, leur statut, de déclarer leur invention dès qu'ils pensent qu'ils ont inventé, trouvé quelque chose d'intéressant qui peut être valorisé.
Donc, à la SAT, on est mandataire unique pour les établissements pour le dépôt de cette déclaration d'invention. Une fois on reçoit la déclaration d'invention qui décrit un petit peu l'objet de la recherche et l'invention elle-même, on passe à l'analyse, c'est-à-dire il y a une certaine sélection qui se fait à 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est bien sûr au niveau de propriété intellectuelle, c'est-à-dire nos ingénieurs brevets, ils vont regarder, ils vont faire des recherches spécifiques pour voir si l'invention déjà elle est nouvelle, si elle est brevetable, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moyen de la protéger pour déposer un actif de propriété intellectuelle. Souvent, on parle de brevets, mais il faut savoir qu'il y a des brevets, il y a la protection des codes auprès de l'APP, il y a la protection de marque, il y a aussi savoir-faire qui fait partie de ces actifs pays possibles. Ensuite, donc c'est le premier niveau. Ensuite, il y a aussi le niveau d'étude de marché qui se fait aussi au sein de la SAT pour comprendre s'il y a un potentiel de transfert. Parce que parfois, l'invention, bien sûr, elle peut être intéressante, elle peut être novatrice, mais on peut se rendre compte que, par exemple, elle est beaucoup plus chère que ce qui est déjà disponible sur le marché. Bref, pour dire que le potentiel de transfert, il est minime vu l'état du marché actuel, l'état dans lequel on va essayer d'inscrire cette invention. Et donc, c'est le deuxième niveau de sélection. Et aussi, il y a bien sûr le niveau juridique, c'est-à-dire parfois, il y a des questions assez subtiles de copropriété. Il y a aussi le travail collaboratif de plusieurs laboratoires. Voilà, donc il y a un niveau juridique qui est important aussi parce que quand on dépose un titre de propriété intellectuelle, il faut savoir qu'il appartient toujours à l'établissement, à l'employeur du chercheur, qui est en mission, c'est sa mission un petit peu de faire cette recherche et d'innover. Donc la SAT, elle travaille justement pour l'établissement qui détient ou qui va détenir le futur titre de propriété intellectuelle. Donc si tous les voyants sont ouverts, on passe à la protection, donc c'est l'acte de dépôt de documents nécessaires pour obtenir ce titre de propriété intellectuelle. Et ensuite, donc le dernier pas qui nous reste, c'est le transfert. Une fois on a le titre, on peut déjà commencer la prospection, ça se fait même un peu en avance, c'est-à-dire trouver le futur entité qui va exploiter cette technologie, donc qui va vraiment l'implémenter dans la vie réelle. Et pour ça, donc il y a 2 voies de valorisation, ce qu'on appelle des voies de valorisation, c'est-à-dire soit la façon classique, c'est qu'on trouve une entreprise existante, PME, TPE, grand groupe, national, international, là, on n'a pas de limite, on a juste le limite au niveau de sourcing, donc on travaille uniquement dans notre région. Et donc, on présente, on regarde si ça peut être intéressant. Et donc, à la fin, on signe le contrat de sous-licence, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut exploiter. Et qui dit contrat de sous-licence, il y a des revenus financiers qui sont générés. Parce que voilà, le but, c'est de faire travailler cette invention. Et il faut savoir qu'il y a le retour financier qui revient à la SAT, qui a le mandat de gérer les actifs, mais aussi il y a quelque chose qui revient aux établissements et aux inventeurs aussi. Donc, l'inventeur au laboratoire, à la fin, il est récompensé. Donc, c'est la première voie de valorisation classique. Et deuxième voie de valorisation, c'est le transfert vers une entreprise qui se crée. C'est-à-dire quand les chercheurs ou les jeunes chercheurs, ils souhaitent créer une start-up pour exploiter la technologie qu'ils ont inventée dans le laboratoire. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On part de leurs souhaits. Et dans ce cas-là, la SAT, elle encadre le projet un petit peu différemment parce que voilà, il y a cette démarche. La SAT on accompagne toujours dans l'optique de la future sous-licence qu'on va signer avec la start-up pour qu'ils puissent exploiter l'invention dans toute légalité. Il faut savoir que nous, on ne s'occupe pas de gestion financière, de montage de business plan. C'est pour ça qu'on travaille toujours en synergie avec les incubateurs. C'est leur rôle principal à eux, bien sûr. Nous, on est là uniquement dans l'optique de la future sous-licence parce que de notre côté, on doit convaincre notre conseil d'administration, mais aussi nos comités d'investissement, que c'est une voie de valorisation viable et que l'actif va réellement être exploité et qui va réellement générer les retours financiers pour la start-up et donc pour l'établissement finalement. Voilà. Et il y a aussi un moment intéressant qui est la maturation, c'est-à-dire que si nous avons un titre déjà déposé ou juste le projet à la SAT, qui est rentré à la SAT,
qui est très intéressant, qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'a pas encore de preuves. On juge que les preuves ne sont pas encore suffisantes ou qu'ils ne sont pas suffisamment déclinés pour le marché qu'on va viser, parce qu'il y a des technologies qui sont bien précises et puis il y a des technologies qui ont plusieurs marchés. Dans ce cas-là, on cible un marché là où il y a le plus de potentiel. Dans ces cas-là, la SAT, elle dispose aussi des fonds de maturation, c'est-à-dire on peut investir et monter des projets de maturation qui peuvent durer voilà, de quelques mois jusqu'à, disons, de 3 mois jusqu'à 18 mois, voire plus, mais normalement, voilà, ce sont nos moyennes. On monte un vrai programme donc avec TRL, donc le Technology Readiness Level au début et le TRL qu'on vise à la fin. Donc, le but, c'est de l'élever, bien sûr. Et on est en capacité d'investir, bien sûr, en défendant le projet voilà, devant le comité d'investissement, etc. On peut investir des sommes, disons, entre 30 000 et ça peut aller jusqu'à 500, 600, 700 000. Ça dépend vraiment de la typologie de projet. Ça dépend beaucoup de domaines, bien sûr. Dans biotech, il nécessite normalement un peu plus d'investissement qu'un projet voilà, issu de la mécanique, par exemple, là où il faut juste monter un prototype un peu plus avancé. Et bon, biotech, c'est toujours quelque chose qui nécessite plus d'investissement. Maëva pourra vous en parler à la fin, j'en suis sûre. Donc voilà, on a cette capacité d'investir en maturation et il faut savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, on privilégie des co-maturations, c'est-à-dire quand on a déjà un client potentiel en face de nous, que ce soit une start-up ou une entreprise existante qui souhaite prendre la sous-licence, mais qui souhaite obtenir un peu plus de résultats pratiques augmentés au niveau de TRL. Et dans ce cas-là, on fait un cahier de charges ensemble. Et donc, il y a certaines modalités de montage financier que la SAT propose dans ces cas-là pour accompagner maturation ou co-maturation. Voici quelques mots sur notre activité. Il faut savoir qu'on travaille dans tous les domaines confondus, donc tout ce qui se passe dans le laboratoire sur notre territoire, on n'a pas vraiment de limite et en plus, on est obligé de traiter chaque déclaration d'invention qui arrive chez nous, donc il n'y a pas d'oubli, on traite chaque demande. Quelques mots peut-être sur les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, nous, on a été créé en 2012. Ça va faire voilà, bientôt 10 ans qu'on existe. On a pu déjà traiter, on se rapproche d'une 1000 de déclarations d'invention qu'on a pu traiter. On a plus de 500 actifs de la propriété intellectuelle qui sont déposés, plus de 200 projets qu'on a maturés. Donc, on a investi déjà plus de 42 millions voilà, dans l'intégralité des projets qu'on a maturés. On a signé un peu plus on est déjà vers 120 licences fermes et donc des chiffres intéressants peut-être, on a plus de 100 millions qui ont été liés par les startups issues de la recherche publique et donc des projets traités par la SAT. Voici quelques mots sur la SAT. Ensuite, je voudrais aborder le sujet de concours national IPHD. Est-ce que vous avez déjà peut-être quelques questions sur la SAT elle-même? Daria, peut-être poursuis sur IPHD et puis on prendra les éventuelles questions après, parce que le temps tourne et on commence à être un petit peu en décalage par rapport au prévisionnel. Je reprends pour aller vite. Donc, concours IPHD, c'est financement de la maturation de la faisabilité d'un projet issu de recherche. Ceux qui peuvent en bénéficier, ce sont des personnes physiques ou petites entreprises qui ont moins d'un an. C'est une subvention, donc on peut obtenir un montant entre 15 et 30 000 euros. Et donc, on peut dépenser cet argent pour des prestations externes, donc études destinées à s'assurer de la faisabilité économique, commerciale, juridique, technique ou financière même du projet. Ou aussi, l'assiette, elle comprend les frais généraux et des frais internes. Donc, c'est une aide ante ou post-création d'entreprise, donc personne physique ou entreprise. Et donc, les récompenses du concours aussi, c'est accompagnement pour accélérer son projet sur les aspects marché menés à l'étape supérieure. Donc, c'est la bourse French Tech de 30 000 euros dédiée. C'est une visibilité nationale parce qu'il y a beaucoup de communication autour. Et donc, il y a aussi le gagnant, il obtient une vidéo de promotion de son projet. Le procès, il est assez simple pour le porteur de projet. Il faut juste prendre contact avec le bureau BPI France local. Donc, vous échangez avec chargé d'affaires. Après, il y a une ouverture d'espace numérique et ensuite, donc, l'instruction de dossier
qui se passe avec la BPI. Voilà. Voilà. Dites-moi si vous avez des questions ou si j'ai été claire. Que les dossiers éligibles, les candidats éligibles doivent avoir un soutien non seulement de leur labo, mais aussi d'un office de transfert. Donc ça c'est aussi une phase qu'il ne faut pas oublier dans le cadre de la candidature. C'est vrai, tout à fait, Laurent. Merci pour cette précision. Donc, je ne sais pas si du coup il y avait éventuellement des questions soit sur l'activité de la SAT, soit sur le concours IPHD. Sinon, si on n'en a pas, je vous propose qu'on donne la parole à Vincent Fontalba pour l'IDEX UCA Jedi. Bonjour à tous, donc, je suis Vincent Fontalba, je suis chargé de projet pour le programme innovation de l'IDEX. Je travaille avec Marc Barré, qui est le directeur opérationnel, et avec Sylvain Toumoudier, qui est le directeur stratégique du programme. Donc, pour la petite histoire, c'est un programme qui a été mis en place en 2016 dans le cadre de l'initiative d'excellence UCA Jedi. Donc, son objectif principal, c'était d'essayer de faciliter et de favoriser le développement de la valorisation des travaux de recherche publique en comblant en fait un chaînon manquant de la chaîne d'innovation. Donc, l'idée de l'IDEX, ce n'était pas de se substituer à un acteur de l'écosystème qui existait déjà, mais plutôt de compléter les initiatives déjà installées. Donc, pour ce faire, on a lancé 2 appels à projets. L'appel à projet prématuration. Donc, en général, on intervenait juste après une prématuration de la SAT qui consistait à, une fois que la propriété intellectuelle avait été protégée, on finançait encore juste après l'étape qui était un petit peu risquée. Et en parallèle, il y avait un autre appel à projet qui était l'appel à projet partenariat, qui avait pour objectif en fait de faciliter le transfert des travaux de la recherche publique vers des partenaires industriels. Donc, il y avait 2 niveaux, à la fois innovation et R&D selon le niveau de TRL. Et donc voilà, ces 2 appels à projets étaient clôturés en 2019. Et en 2019, du coup, on a lancé un nouvel appel à projet qui était intitulé Startup Deep Tech, dont l'objectif, ce coup-ci, c'était d'encourager les chercheurs, titulaires ou non, à valoriser leurs travaux de recherche par le biais d'une création de start-up. Donc, auparavant, les appels à projets qu'on gérait étaient plus tournés vers, on va dire, le transfert plus conventionnel vers une entreprise qui existait déjà. Là, nous, on cherche maintenant à promouvoir la voie entrepreneuriale. Et donc, à titre indicatif, en fait, ce changement de position, il ne s'est pas fait par hasard, puisqu'en fait, cette initiative s'insère dans le cadre d'un programme plus large qui a été lancé par BPI France, en fait, dans le cadre de son plan Deep Tech. Donc, l'objectif de BPI France, en fait, c'était de faire de la France une référence mondiale en matière de Startup Deep Tech, et notamment en lançant différents concours, comme IPHD que vous a présenté Daria et ILAB que vous présentera Laurent par la suite. Donc, juste pour comprendre rapidement en quoi consiste l'appel à projet Startup Deep Tech, je vais commencer par définir la notion de Deep Tech, qui est un peu obscure pour certains. Donc, pour ça, la BPI elle a établi un référentiel en fait, qui présente 4 critères. Le premier, c'est qu'il faut que le projet ait un lien avec le monde de la recherche. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le projet lève des verrous technologiques. Donc, il faut qu'il y ait une dimension technologique assez forte. Le troisième critère, c'est qu'il faut que le projet prenne un avantage concurrentiel. Donc, c'est directement corrélé avec le critère précédent, parce que forcément, s'il y a des verrous technologiques, c'est pour obtenir une technologie qui présenterait un avantage concurrentiel par rapport à ce qu'on trouve dans l'état de l'art. Et le dernier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps d'accès au marché long et forcément que le projet soit coûteux. Donc, voilà pour les 4 critères. Donc, chaque critère est noté sur 3. Et pour pouvoir être la visite tech, en fait, il faut, en additionnant ces 4 critères, il faut obtenir au moins la moyenne, c'est-à-dire au moins 6 points. Donc, maintenant que j'ai présenté un petit peu le contexte, on va dire, général, je vais pouvoir vous présenter plusieurs appels à projets qui sont en lien avec l'entrepreneuriat. Bien évidemment, il y a l'appel à projet Startup Deep Tech, qui présente l'avantage d'être pluridisciplinaire et donc accessible à une plus grande partie des laboratoires du territoire. Et il a également permis de mettre en place 2 autres appels à projets, qui sont l'appel à projet Startup du 3IA. Donc lui, il est vraiment axé, comme son nom l'indique, à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc il est vraiment tourné vers une thématique particulière. Et l'appel à projet YEP, donc Young Entrepreneur Programme, du label Signal Life, qui lui est vraiment dédié au domaine de la signalisation cellulaire. Donc voilà un petit peu pour les
ces 3 appels à projets. Donc maintenant, je vais rapidement passer en revue les différentes caractéristiques de ces appels à projets. Donc, tous ces 3 appels à projets en fait partagent le même objectif. C'est soit en fait de favoriser la création d'une start-up, soit de soutenir une start-up qui existerait déjà en établissant une collaboration avec cette start-up. Bien évidemment, donc, du coup, il faudrait qu'il y ait un lien avec un laboratoire économique et l'objectif, c'est qu'il y ait de la propriété intellectuelle qui soit à terme transférée à la start-up. Donc, il faudrait soit qu'il y ait de la création, soit qu'il y ait de l'intégration d'un actif académique. Voilà, concernant les conditions d'éligibilité, ces 3 appels à projets, ils partagent plus ou moins les mêmes conditions. Il faut que l'objet du projet, en fait, ça porte sur une étape de prématuration ou de maturation technologique, d'un actif technologique académique ou pas, mais qui existerait déjà, donc c'est-à-dire qu'il soit à un niveau de TRL suffisamment élevé et de préférence protégé déjà par un titre de propriété intellectuelle. Il faut bien évidemment qu'il y ait un lien avec un porteur académique, donc du périmètre de l'appel à projet en question. Pour l'IDEX, ça serait, tous les laboratoires sont couverts. Pour l'appel à projet Startup du 3IA, forcément, ça va concerner les équipes de l'INRIA et des laboratoires en IA, donc il y a I3S et le JAD. Et pour les laboratoires, on va dire, du périmètre du LabEx Life, ça va concerner 5 laboratoires. Donc il y a le laboratoire ISA, le C3M, l'IBV, l'IPNC et, je ne sais pas si j'en ai bien, et IRCAN. Voilà. Et enfin, le 3e critère, la 3e condition d'éligibilité, c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement une présentation d'un projet de start-up. Donc, il faut qu'il y ait déjà une première réflexion sur le modèle économique de la start-up, son business plan, sa date de création, on va dire, envisagée, sa localisation, et également les aspects marché. Donc, cette partie, elle est opérée par l'incubateur PACAES, qui est un petit peu notre partenaire sur ces 3 appels à projets. Et le dernier critère qui est plus qui est spécifique au soutien de startups déjà existantes, c'est celui de la définition de startup. En fait, donc seront éligibles les startups qui ont moins de 3 ans et de préférence qui sont issus du territoire. Concernant les financements, donc pour l'appel à projet Startup et pour l'appel à projet Startup Deep Tech de l'IDEX, les financements sont les mêmes, c'est 50 000 € par projet. Et ça peut couvrir tout type de dépenses, donc du fonctionnement, des prestations de services, mais plus fréquemment, ça concerne quand même des recrutements et des financements de postdoc et d'ingénieurs d'études. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour la communauté de doctorants ou de jeunes chercheurs. Et pour le IEP, par contre, c'est un financement qui est plus conséquent, mais moins flexible, puisque les lignes de dépenses sont déjà arrêtées, et ça va permettre de financer pendant 30 mois le salaire d'un assistant ingénieur, et avec 27 000 € par an de frais de fonctionnement. Donc, du coup, il n'y aura pas forcément de recrutement possible pour tout ce qui est postdoc et jeunes chercheurs. Voilà pour les financements. Donc, maintenant, pour les critères d'évaluation, ils sont assez classiques. Donc, on va s'assurer de l'adéquation en fait, du projet avec le cadre de l'appel à projet. Après, on va essayer d'évaluer l'impact du projet sur divers plans, à la fois scientifiques et économiques. Bien évidemment, le critère le plus important, c'est le potentiel de valorisation de l'actif. Et après, ce sera la faisabilité du projet, donc sa crédibilité à la fois sur le projet de R&D et sur le projet de start-up. Concernant la procédure, alors on va à la fois, je vais vous présenter à la fois la procédure de soumission et d'évaluation. Pour la procédure de soumission, évidemment, il y a des équipes qui peuvent vous accompagner pour rédiger votre projet. Voilà, pour chacun de ces appels à projet, une équipe dédiée. Donc, pour l'appel à projet Startup du 3IA, ce sera Marc Barré, Marc Boilly et moi-même. Pour l'appel à projet Startup Deep Tech, ce sera Marc Barré et moi-même. Et l'incubateur, à chaque fois, voilà, puisque l'incubateur s'occupera à chaque fois de la partie du projet de startup. Et pour l'appel à projet du IEP, c'est une équipe un petit peu plus large, constituée de Véronique Brode. Alors, je vais en oublier, donc je ne vais pas le lister parce que je vais en oublier. Et ce qui est important de savoir, c'est surtout que ces appels à projets sont toujours ouverts. Ils sont ouverts en continu et jusqu'à épuisement des socles et qu'il reste actuellement des fonds, donc vous pouvez toujours y candidater. Concernant la procédure d'évaluation de ces différents appels à projets, elle va suivre la même logique avec une première évaluation par une instance spécialisée qui sera la CUIV. Donc, c'est une commission, CUIV pour Commission UCAGEDA Innovation et Valorisation. Donc, en fait, c'est une instance qui est consultative
Donc, elle va émettre un avis sur le financement du projet. Et par la suite, il y aura, la décision sera validée en bureau. Donc, pour l'appel à projet Startup Deep Tech, ce sera en bureau IDEX. Pour l'appel à projet 3IA, Startup, ce sera le bureau du 3IA. Et pour l'appel à projet YEP, ce sera dans le cadre du comité de pilotage du LABEX en question. Juste un petit mot sur la CEIV. Donc, en fait, elle est constituée de l'ensemble des membres IDEX et des acteurs de valorisation de l'écosystème. Donc, on retrouvera également la SAT et l'incubateur PACA-Est. Et pour finir, juste une dernière précision sur la fréquence de réunion des bureaux et donc du coup de la CEIV. C'est tous les 2 mois pour les bureaux IDEX et les bureaux du 3IA. Et pour le comité de pilotage du LABEX, c'est 2 fois par an. Donc, il n'y aura que 2 fois par an où on pourra valider le financement du projet. Donc voilà, je reste disponible pour toute question. Merci pour cette intervention très complète et très pratique et très détaillée. Du coup, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions. Moi, personnellement, je n'en ai pas. J'ai cherché des détails que tu aurais pu oublier, Vincent, et je dois avouer que je l'ai trouvé. Pas mieux. Oui, enfin, en fait, ce n'est pas tant des détails que juste souligner l'intérêt des présentations successives, parce que finalement, la proposition qui a été faite, ça a bien été de dire on regarde les différents dispositifs qui vont favoriser, qui vont faciliter le lancement d'une aventure entrepreneuriale, y compris avant qu'il soit complètement sujet de recherche, puisque l'entrepreneuriat étudiant, ça ne concerne pas simplement les chercheurs, mais tous les étudiants. Et puis, jusqu'aux étapes, j'ai envie de dire, jusqu'à la sortie des labos. Et donc là, on commence à bien voir se dessiner effectivement dans les interventions des uns et des autres la manière dont tout ça peut s'articuler. Du coup, je vais enchaîner sur la présentation de l'incubateur qui est, vous l'avez compris, à la fois très lié à l'université et au monde académique, et en même temps qui est une entité indépendante sous forme associative. Alors, j'avais préparé 3 diapos, mais du coup, je ne vais pas les montrer, puisque je vois que l'optique est plutôt de ne pas montrer les diapos. Par contre, je vais juste montrer 2 sites web. Pour l'aspect contact. Donc, le premier que je vais montrer, c'est le nôtre, en fait, tout simplement. Parce que du coup, c'est simple, si on cherche à nous joindre, de regarder de cette façon-là. Donc, normalement, vous devriez voir le site web de l'incubateur apparaître en partage d'écran. L'idée de vous montrer le site web, c'est encore plus de vous dire, voilà, si vous avez des questions, si vous cherchez un contact, allez voir www.incubateurpacas.org. Et donc, voilà, alors à quoi sert l'incubateur dans ce cadre-là? Il sert à aider les entrepreneurs, les chercheurs, les étudiants entrepreneurs à avancer sur leurs projets. Donc, en fait, on a été créé donc, en 2001 à l'initiative du ministère de la Recherche et en particulier avec 3 fondateurs qui sont l'Université Côte d'Azur, l'Université de Toulon et INRIA. Aujourd'hui, sont présents à l'incubateur à peu près tous les instituts de recherche du territoire. Et également d'autres acteurs qui s'intéressent au développement économique et qui ont un vrai intérêt pour le développement de l'innovation, en particulier les collectivités territoriales, la région, les métropoles, les agglomérations, qui nous aident du coup à exercer notre activité et qui souhaitent qu'on l'exerce, hein, puisque c'est des membres de l'incubateur, qu'on l'exerce dans l'ensemble de notre périmètre. Je présente en incubation des projets d'entreprise. Donc, ça veut dire on attend des équipes qui portent des projets d'entreprise définis. Et l'objectif de l'incubateur, c'est d'aider ces projets d'entreprise à valider la faisabilité économique, en particulier de leur projet, c'est-à-dire à valider en particulier la capacité à entrer sur le marché, la capacité à vendre, tout simplement l'innovation, ou des produits qui incorporent l'innovation,
et à constituer une équipe qui soit en capacité de piloter le démarrage de l'entreprise. Alors, une équipe qui est capable de piloter le démarrage de l'entreprise, c'est quoi? C'est qu'en fait, souvent, on a, en particulier dans les projets liés à la recherche, on a besoin de compétences scientifiques de très haut niveau, et on a aussi besoin de compétences complémentaires qui vont être des compétences éventuellement un peu plus industrielles. Comment on traduit des résultats scientifiques dans des produits, dans des activités qui sont d'ordre industriel, qui fonctionnent au quotidien. Et puis, évidemment, aussi des compétences sur le plan commercial, sur le plan des ventes, et puis, évidemment, sur d'autres dimensions, comme les aspects d'organisation d'une équipe, comme les aspects financiers, etc. Donc, c'est nos deux grands objectifs, c'est que l'incubation qui dure normalement 18 mois soit destinée à ça. Alors, pour faire ça, on a une équipe de chargés d'affaires dont le métier est de conseiller, d'accompagner, de coacher les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs de la recherche publique ou du secteur privé. Et on a également des outils complémentaires, un réseau d'experts, de partenaires, d'acteurs qui sont susceptibles d'aider au démarrage d'une société. Et puis, on a également une avance remboursable, donc des moyens qu'on peut dépenser pour le compte des projets pendant l'incubation. Cette avance remboursable, en cas de création d'entreprise, doit être remboursée par l'entreprise. Mais par contre, l'avantage, c'est que si on se rend compte que le projet ne peut pas aboutir à une création, l'incubateur ne refacture pas cette avance remboursable. Donc, la prise de risque est pour la structure. Donc, je vous ai présenté rapidement le fonctionnement général. Je peux vous donner quelques éléments de chiffrage sur l'impact de l'action de l'incubateur. Donc, créé en 2001, on a soutenu 222 projets de création d'entreprise. Aujourd'hui, ces projets, c'est 150 entreprises qui sont effectivement actives dans le territoire, qui représentent à peu près 1200 emplois directs dans les entreprises. Je ne parle pas d'emplois induits ou de calculs indirects de ce type-là. Ces entreprises-là représentent aux alentours de 78 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont près de la moitié à l'international en 2020. Et elles ont levé aux alentours de 200 millions d'euros, dont à peu près les 3/4 en fonds privés. Donc, même si les entreprises deep tech sont très fortement soutenues par les outils de financement public, il n'y a pas que les outils de financement public pour les aider à se développer. Elles arrivent aussi à lever des fonds et à emprunter et à vendre, comme je vous le disais. Voilà, donc ça, c'est les éléments de présentation un peu globaux de l'incubateur. Ce qu'on peut aussi peut-être préciser, c'est qu'on intervient sur différents dispositifs. Donc, Vincent l'a dit, on intervient comme d'autres acteurs dans les dispositifs de l'Université Côte d'Azur de l'IDEX. On est aussi un des membres fondateurs du PEPIT PACA Est, et donc on a aussi un rôle d'accompagnement des étudiants, de certains des étudiants entrepreneurs du PEPIT, que ce soit à l'Université Côte d'Azur ou à l'Université de Toulon. Et puis on a d'autres programmes. Ce qui est commun à ces programmes-là, c'est qu'on essaie d'être positionné toujours au moment où on a des entrepreneurs qui sont animés par un projet et qui ont besoin d'en valider la faisabilité. Donc, voilà, c'est vraiment ça notre cœur d'intervention. Je dois dire un mot du concours ILAB, mais je pense que en fait, Maëva et Ahmed en parleront beaucoup mieux que moi. Ce que je peux juste vous dire, vous montrer, en tout cas, alors, il faut que je retourne dans mon historique. Ce que je voulais vous montrer, c'était la page web du ministère, juste pour illustrer, encore une fois, ce concours. Alors, pourquoi je vous propose de faire un petit détour par cette page web? C'est parce qu'en fait, on voit que le ministère de la Recherche a structuré 3 concours sous une même appellation qui est concours d'innovation, avec la partie IPJ dont nous a parlé Daria, le concours ILAB et le concours Innov. Et là aussi, on est dans une logique de continuité. Donc, ça veut dire que sur IPHD, on est à une étape assez amont
qui est l'étape de la thèse ou de juste la pré-thèse. eLab s'est destiné plutôt à des projets d'entreprise qui sont sinon créés, en tout cas juste sur le point de créer, ont déjà une vraie visibilité et une vraie solidité dans leur projection financière et surtout d'activité. Je parlais de projection financière, mais en fait, le point le plus important, c'est d'être capable d'être crédible sur le plan d'action du coup, dont la capacité à lancer rapidement les opérations est rassurante pour les personnes qui auditent les dossiers. Alors, le concours eLab existe depuis longtemps. C'est un concours qui a un certain nombre d'avantages. Notamment, il est extrêmement bien doté financièrement, avec des conditions qui sont extrêmement favorables pour les entreprises qui en sont bénéficiaires. Donc, on peut obtenir une subvention jusqu'à 350 000 euros, jusqu'à 460 000 euros, autant pour moi, sur ce concours. C'est un concours qui n'a pas de contrepartie de fonds propres, c'est-à-dire qu'il n'est pas impératif d'avoir le montant de la subvention en capital, ce qui est souvent un vrai frein sur les outils de financement à la R&D. Même si il faut quand même être donc crédible sur la capacité à porter un programme. Et c'est un concours qui est bien financé aussi, puisque si je ne m'abuse, on est à 70% de taux d'intervention possible. Voilà, donc c'est vraiment un concours attractif sur le plan financier. C'est aussi un concours qui a un label qui apporte une forte crédibilité aux lauréats, parce que tout simplement, les candidats passent par une sélection qui est drastique. Et donc voilà, les lauréats ne sont pas très nombreux et ils ont vraiment une reconnaissance très forte. Et dernier point qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un outil qui est mobilisable en complément d'un certain nombre d'autres outils de financement de la recherche et développement et de l'innovation pour les entreprises. Donc, c'est un outil très intéressant pour cette raison-là aussi, c'est que être lauréat du concours eLab, ce n'est pas se fermer la porte sur d'autres outils de financement, au contraire. Je voulais juste aussi revenir un instant sur IPHD avant de donner la parole à Ahmed Kassem de Plénésis et à Maëva Dufy de Roca Therapeutics. Juste un mot sur IPHD. On a un très beau palmarès dans la région. Si on regarde le seul département des Alpes-Maritimes, on a 4 lauréats sur 40 en France, donc 10% des lauréats. Et sur ces 4 lauréats, on a 2 grands prix sur 10 en France. Donc, c'est-à-dire qu'on a un très, très beau palmarès. Et je pense que c'est directement lié à la dynamique qui a été soulignée de collaboration entre les acteurs, puisque c'est des projets qui ont été, pour certains, soutenus par l'IDEX, pour certains et ou par la SAT, pour certains soutenus par INRAE Transfer, pour d'autres soutenus par INRIA, et qu'on a eu le plaisir à l'incubateur PACAS de tous aider à préparer leur candidature. Par ailleurs, je suis assez content parce qu'on en a préparé 5 et on en a 4 qui sont lauréats, donc c'est un beau taux de sélection. Voilà. Alors ça, c'était juste pour faire l'aparté sur le fait que c'était un outil qui était pour cette année une très belle réussite pour le territoire. Et pour eLab, on n'a pas forcément d'aussi bons taux de réussite, mais on a quand même des très beaux projets qui sont sélectionnés. Et du coup, je vais passer la parole à Ahmed pour qu'il nous fasse un petit retour sur son expérience du concours, comment ça s'est passé, ce que ça a pu vous apporter, et puis peut-être aussi sur l'historique au-delà du concours lui-même, puisque vous aviez bénéficié au moins du prix de la fondation de l'université, et peut-être aussi du statut étudiant entrepreneur, mais je ne sais plus très clair dans mon esprit, ça date un petit peu. Merci beaucoup, Laurent. Et évidemment, il faut quand même dire un peu ce que fait Plénésis. Oui, tout à fait. Donc, Plénésis, c'est une start-up qui existe depuis à peu près 3 ans et quelques aujourd'hui. Elle se focalise sur des technologies de rupture dans l'industrie des procédés. Notamment, on développe un procédé pour la production d'hydrogène décarboné et de poudre de carbone par pyrolyse de méthane via une technologie plasma développée au sein de Plénésis. Donc, Plénésis aujourd'hui, c'est des partenariats avec des grands groupes,
mais également une équipe de 11 personnes. Donc, le nombre de personnes, donc le nombre de salariés a augmenté durant ces 2 dernières années de manière accélérée pour poursuivre l'accélération de Plénécis. Donc voilà, si on revient sur le sujet de l'accompagnement de l'incubateur PACA-Est, donc on était accompagné depuis fin 2017, on va dire. Tout de suite, on est allé vers le concours iLab, donc c'était en 2018, début 2018. Donc l'accompagnement de l'incubateur PACA-Est était, je pense, décisif dans le résultat qu'a accompli Plénécis, parce qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement des auditeurs ou des consultants extérieurs qui suivaient également le dossier préparé par Plénécis. C'était un accompagnement au jour le jour et le dossier, du coup, a été à la hauteur qu'on a pu déposer. Tout de suite après, Plénécis a été créé, donc en juin 2018. Donc, il y a eu plusieurs phases de sélection dans le concours iLab. Tout d'abord, il y avait un jury régional, ou on va dire à Nice. Et puis, c'était passé à un jury national. Donc, il me semble, j'ai pas vraiment le schéma en tête parce que ça commence à dater, mais c'était en 3 étapes. Et à chaque fois, il fallait préparer un peu plus d'éléments, convaincre les auditeurs, etc., pour aboutir au palmarès. Donc, Plénécis a pu décrocher donc ce concours. Elle était parmi les 14 grands gagnants de l'édition ou Grand Prix de l'édition 2018. Suite à quoi l'entreprise a été créée. Et c'était une subvention, donc c'est une subvention totale qui couvre à l'époque donc à peu près 54% d'un programme de R&D sur un projet donné. Sachant qu'il faut assurer les fonds restants de ce programme R&D. Le prix est accordé donc en 2 étapes. Donc, première étape, 70% de financement, ce qui permet d'amorcer les travaux et d'accélérer un peu le programme R&D. Et puis 30% de solde sur justificatif donc de dépenses, bien entendu. Donc, il faut clôturer le programme et justifier des dépenses sur tout le programme pour recevoir le solde. Mais c'est quand même l'un des concours les plus avantageux, il me semble, quant aux conditions. Donc, c'est de la subvention pure et dure. Et puis, c'est assez flexible. Ensuite, il y a bien entendu l'accompagnement du ministère sur ce sujet-là, l'accompagnement de BPI France qui opère ce concours-là. Donc, voilà. Je ne sais pas, Laurent, si je dois parler de tous les concours qu'a pu gagner Plénécis, si je dois parler de l'accompagnement de l'incubateur. Donc, si je dois parler de tout ça, ça va prendre beaucoup de temps, tellement on a été bien accompagné par l'incubateur, par notre chargé d'affaires, Sophie Manteil, donc par Laurent. Également, l'avance remboursable était quelque chose de très important pour initier donc des études de faisabilité pour Plénécis quand c'était juste un projet de création. Puis la mise en contact, que ce soit donc pour le démarrage avec des consultants extérieurs, donc l'aspect juridique, etc., et la recherche de partenariats, que ce soit au plus jeune âge de Plénécis ou même, ça continue jusqu'à maintenant de façon ou d'une autre. Les formations qui permettaient à notre jeune équipe de connaître un peu ce domaine qu'est l'entrepreneuriat,
Donc, il y avait des formations diverses et variées qui nous permettaient d'avoir une idée un peu plus précise sur ce que ça demandait d'être entrepreneur. Et puis, l'aide au dépôt des dossiers et candidatures au concours et la reconnaissance que ça donnait d'être donc incubé et puis de gagner ces concours. Ensuite, il y avait eu le concours Innov. Donc, pour nous, le concours Innov, c'était une étape de plus donc dans cet échelon qui est iLab Innov. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait le concours PhD, mais il me semble pas. Non, non, c'était une autre catégorie du concours du terme qui précédait iLab, mais... D'accord, ok, voilà. Et du coup, on a attaqué le concours Innov donc pour adresser un deuxième projet innovant. Donc, c'est un concours un peu, on va dire, plus poussé que iLab. Là, il ne s'agit plus sur l'aspect financier de subvention totale, mais c'est plutôt 66% de subvention et puis 33% d'avance remboursable. Ça couvre des projets, je n'ai plus le chiffre en tête, mais qui pourraient aller à quelques millions d'euros. Dans notre cas, donc, le concours Innov, il est soit opéré par BPI, soit par l'ADEME. Donc, dans notre cas, c'était le concours opéré par l'ADEME parce que ça attaquait un sujet relatif à la transition énergétique, donc l'hydrogène. Et ça ouvre aussi, donc, comme d'habitude, la porte pour nouer des partenariats avec des grands groupes français, donc via l'ADEME. Donc, ce n'est pas que la subvention ou l'aide financière qui rentre en jeu, ce n'est pas, c'est très important dans la vie d'une start-up, mais il y a aussi l'aspect partenariat, mise en contact, image et reconnaissance qui sont à nos yeux très importants. Peut-être, je ne suis pas sûr que tu l'aies précisé, Ahmed, mais un mot sur le contexte dans lequel vous êtes lancé avec Sabri, c'est-à-dire d'où vous veniez en vous lançant. Alors, nous deux, donc, on est des jeunes docteurs. Donc, moi-même, je suis docteur de l'Université d'Aix-Marseille. J'ai réalisé ma thèse donc à l'IRSN sur le site de Cadarache. Et puis, Sabri Takali, donc mon associé, il est docteur de l'École des mines de Paris, là où il a travaillé également sur donc la brique qu'on développe également dans Plénécis. Donc, on est des jeunes docteurs à la base. On aurait espéré, donc il y avait bien entendu un engouement qui se fait pour l'entrepreneuriat, mais je vois que aujourd'hui ça s'améliore et il y a beaucoup de portes ouvertes pour les jeunes docteurs et je m'en félicite. Merci beaucoup, Ahmed. On va peut-être passer la parole à Maëva, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps sur le délai global imparti. Voilà. Donc je me tais et je laisse la parole à Maëva. Merci Laurent. Donc Maëva Dufy, je suis présidente et directrice scientifique de Roca Therapeutics. Donc Roca Therapeutics est une toute jeune start-up puisqu'on a été créé en avril 2021 et on a bénéficié de l'aide d'un peu tout le monde. Donc je pense que ça peut récapituler un peu ce qui peut être fait. Donc moi, historiquement, j'ai fait ma thèse à l'Université de Nice Sophia Antipolis, puis mon postdoctorat dans le laboratoire de Gilles Pagès. On a travaillé avec des chimistes de l'Institut de chimie de Nice, donc Rachid Beninda et Cyril Ronco. Et de là, on a développé des petites molécules anticancéreuses. On a toujours voulu faire de la recherche translationnelle et avec cette innovation, on s'est dit on va breveter nos molécules innovantes pour essayer de les amener plus loin. Donc, on a déposé le brevet avec la SAD Sud-Est et on s'est dit, on y croit vraiment et du coup, on va se lancer dans la création d'une start-up, donc Roca Therapeutics. Donc, on est finalement
on a voulu se lancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on était en lien avec l'UCA, donc, notamment avec Marc Barré. Et donc, on a commencé par bénéficier donc, du programme Startup Deep Tech de l'UCA pour continuer à améliorer, on va dire, nos résultats. On a également contacté donc, l'incubateur PACA Est, notamment avec ma chargée Sophie Montel, donc de l'incubateur PACA Est, qui m'a dit « Ok, mais tu as un business plan, c'est quoi le marché ?» etc. Donc là, sortie de la recherche pure, j'étais complètement perdue. Mais Sophie m'a grandement aidée. J'ai bénéficié de différentes formations par l'incubateur. Et en parallèle de ça, l'UCA a également lancé le Deep Tech Founder, auquel j'ai également du coup participé et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, avec ces soutiens, on est passé donc devant le board de l'incubateur. On a été accepté en pré-incubation. Et on a commencé à dialoguer donc, avec la SAD Sud-Est pour obtenir une sous-licence exclusive pour la future start-up, à l'époque Roca Therapeutics. Donc, on a eu de longues discussions avec la SAD Sud-Est, mais ça s'est toujours très, très bien passé. Pour arriver au final à créer Roca Therapeutics, donc officiellement, donc 5 cofondateurs, les 4 chercheurs d'origine, donc 2 biologistes, 2 chimistes et un entrepreneur suisse qui a apporté sa touche qui nous manquait. Donc, qu'est-ce qu'un business plan, comment aller chercher des investisseurs, comment leur parler, etc. Et qui me forme au jour le jour. Donc, j'apprends de plus en plus. Donc, on a été créé, on a été pré-incubé à l'incubateur, on a signé la sous-licence exclusive avec la SAT, on a bénéficié également d'un financement de comaturation, du coup, avec la start-up et la SAT, voilà, qui nous a permis de nous lancer. La SAT est donc rentrée au capital de Roca Therapeutics. En parallèle de ça, l'incubateur m'a mis en contact avec BPI France, qui nous a permis d'obtenir la bourse French Tech, la BFTE, donc qui est une petite enveloppe de subvention pour continuer à avancer le programme de R&D. Et on s'est attelé au gros dossier du iLab, qui n'est pas si simple à faire, mais qui permet de vraiment tout couvrir pour le lancement d'une start-up sur la R&D, qu'est-ce qu'on veut amener, quel est le marché, quelles sont les pathologies, voilà, vraiment l'API, vraiment toutes les étapes au final pour le lancement d'une start-up. Donc, ça a été compliqué à monter, mais ça nous a permis de voir les choses vraiment plus claires, de choisir notre indication principale, une grosse réflexion. Donc, ça a été très bien. Et puis, finalement, on a été lauréat cette année du concours iLab. Donc, on est très contents. Voilà. À côté de ça, le laboratoire de recherche donc, dans lequel je suis issue a signé, on va dire, via le CNRS et l'UCA, un contrat de collaboration et en cours de signer un contrat d'hébergement permettant de favoriser et de faire la R&D au final au sein des laboratoires de recherche, donc pour 18 mois, et notamment, bien évidemment, en lien avec le programme de comaturation de la SAD Sud-Est. Et on vient tout juste de signer une première levée de fonds avec un corporate VC. Donc voilà, pour l'instant, on est au vert et tout est au vert et on espère que ça continue comme ça. Peut-être un mot sur est-ce que c'est abandonner la recherche que de se lancer dans une création d'entreprise? Pour moi, non. C'est juste, il faut shifter du chercheur à l'entrepreneur sans arrêt, entre guillemets. Au final, pour qu'une entreprise, pour moi, fonctionne, il faut qu'il y ait de la bonne R&D. Donc, il faut qu'il y ait de la recherche. Par contre, le but et les objectifs ne sont pas 100% les mêmes avec de la recherche, on va dire, académique et une recherche start-up. C'est-à-dire qu'on a vraiment un but pour la start-up,
d'aller vers l'application, vers le patient et de développer un produit, ce qui n'est pas forcément le cas pour la recherche académique. Pour moi, d'un point de vue entreprise, bon, les startups, c'est d'habitude des startups innovantes, donc dans nos cas en tout cas, et il ne faut jamais abandonner la recherche, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous permet d'être un peu, dépasser un peu la concurrence. Par contre, d'un point de vue personnel, il faut savoir s'adapter un peu en fonction de l'étape où on se trouve, et de déléguer parfois la recherche qu'on aime tant et de former d'autres personnes pour pouvoir dégager du temps pour faire des choses aussi essentielles, mais pas toujours comment dire, qui nous tiennent à cœur, quoi. Voilà. Merci de ces témoignages. Donc, pas besoin d'abandonner la recherche, c'est quand même une bonne nouvelle. Olga, je ne sais pas si tu voulais éventuellement dire un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive à la fin du créneau prévu. Je te remercie déjà, Laurent, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Je remercie tous les intervenants et pour ces beaux témoignages. Merci à Maïva et Ahmed et pour les gens justement qui ont pu nous rejoindre. En tout cas, donc vous pouvez toujours nous contacter pour avoir plus de détails sur ces programmes et pour qu'on puisse vous expliquer un peu plus en profondeur ce qu'on fait, et rejoignez la communauté entrepreneuriale de l'Université Côte d'Azur, de l'Université de Toulon, de Provence en fait, et n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne fin de journée, à bientôt.